Europod. Éveille ta ville. Le podcast des initiatives écologiques et sociales des territoires en transition. Vous voulez contribuer à protéger la planète, mais vous ne savez pas par où commencer? Vous êtes au bon endroit. Je m'appelle Hildegarde. Et moi, c'est Kelly. Nous sommes journalistes et pendant 5 mois, on a parcouru l'Europe en transport en commun. Notre objectif, documenter des solutions concrètes pour faire face aux crises écologiques et sociales et leur permettre de traverser les frontières. De l'Allemagne au Portugal, en passant par l'Italie, l'Espagne et la Roumanie, on vous emmène à la rencontre de citoyens, d'associations, de chercheurs, d'entreprises et d'institutions qui façonnent les villes de demain. Dans ce 5e épisode, nous vous emmenons à Iași, dans le nord-est de la Roumanie. Vous découvrirez à quel point les forêts roumaines sont menacées par la mafia du bois et comment des citoyens s'organisent pour y faire face. Vous embarquerez avec nous dans l'une de leurs opérations périlleuses à la recherche des trafiquants de bois. Imaginez un pays qui contiendrait à lui seul 2/3 des forêts vierges de l'Union européenne, en dehors de la Scandinavie. Des forêts qui serviraient d'habitat naturel à de larges populations de loups, de lynx, d'ours et même de bisons. Ce pays, c'est la Roumanie, un ancien État communiste où le rouge a toujours côtoyé le vert. Pour cause, 8% des forêts roumaines sont encore considérées comme primaires, c'est-à-dire encore intouchées par l'être humain. C'est colossal. Nous prenons le train pour Iași, la seconde plus grande ville de Roumanie, située au nord-est du pays, juste à côté de la frontière moldave. Et nous sommes frappés par la beauté des forêts luxuriantes qui défilent pendant une dizaine d'heures à notre fenêtre. Problème, ce réservoir de biodiversité exceptionnel est de plus en plus menacé par la déforestation liée à la corruption. D'après Global Forest Watch, le pays a déjà perdu 407 000 hectares de forêt depuis 2001. Et le rythme est effréné. Chaque heure, 3 hectares de forêt sont abattus, soit l'équivalent de plus de 4 terrains de football. Et Dobrovac Barnova, la forêt qui jouxte Iași, ne fait pas exception à la règle. Seulement 1% de cette forêt est protégée de la coupe d'arbres, alors qu'elle est classée Site Natura 2000, une certification européenne censée protéger sa faune et sa flore. Un petit pourcent seulement. Alors, pour préserver ce poumon vert en péril, des citoyens se sont rassemblés au sein de l'ONG Kodri Iașilor. Leur but, militer pour la création d'un parc naturel qui permettrait vraiment de protéger au moins une partie de la forêt. Et certains membres vont plus loin. Ils traquent les trafiquants de bois à l'aide d'un logiciel pour les dénoncer aux autorités, quitte à se mettre, parfois, en danger de mort. Équipés de nos micros et de notre appareil photo, nous avons rejoint l'une de leurs expéditions. Dans un véhicule emprunté pour ne pas être reconnu, nous pénétrons dans la forêt immaculée couverte des premières neiges de l'hiver. Nos guides pour cette expédition, Mihai Deac, activiste et fondateur de Kodri Iașilor, Inés Gravilut, chercheuse pour l'association de protection des forêts Bruno Manser Fonds, et Ștefan Alitzei, biologiste. Là, on se dirige vers le premier point de tension sur la route que les trafiquants devraient prendre. Il y a aussi un monastère à côté, on peut aller prier pour trouver des transporteurs de bois. On utilise une tablette pour se connecter à Sumal2, l'application du gouvernement sur laquelle les transporteurs de bois sont censés enregistrer leur trajet, inscrire et photographier la quantité de bois transportée, 2 mètres cubes maximum, enfin en principe. Sur une carte, nous pouvons voir en live des petits points rouges se déplacer, chacun correspond à un transporteur de bois géolocalisé. Nous passons près d'une camionnette dont la remorque déborde. Ça, c'est le système de tracking. Ce véhicule a l'air vraiment très plein. Si on regarde la photo enregistrée dans l'appli, le chargement fait plus d'1 mètre de hauteur. Le bois est très densément stocké. On est sur du 2 mètres de hauteur, 2 mètres de largeur, 1 mètre de profondeur. Donc il y a un chargement minimum de 4 mètres cubes. Pourtant, ce transporteur de bois, on voit qu'il a enregistré seulement 2 mètres cubes de chargement dans le système. Donc en fait, il transporte le double de ce qui est autorisé, c'est ça ? Exactement, mais c'est difficile à défendre. Une fois, j'ai vu plusieurs camions fermés chargés du bois dans la forêt. J'ai appelé la police pour l'avertir qu'aucun de ces véhicules n'était enregistré sur Sumal. Et je leur ai conseillé de surveiller la sortie de la forêt. La police m'a rappelé et m'a dit qu'elle avait contacté les agents du département des forêts qui lui ont assuré que tout était normal. Pas étonnant, puisque c'était justement les employés du département des forêts qui volaient le bois. Mihai ne croyait pas si bien dire. Nous arrivons aux abords de la maison forestière, entourés par des chiens à l'air agressif. Ils sont laissés en liberté exprès pour éloigner les curieux, selon l'activiste.
Soudain, un garde forestier en uniforme vert remonte précipitamment dans sa camionnette blanche, en nous voyant nous arrêter à quelques mètres. Perturbés par les aboiements de plus en plus proches, nous nous dépêchons de vérifier son chargement sur l'application en rentrant sa plaque d'immatriculation. Le véhicule démarre aussi sec, nous avons tout juste le temps de noter les derniers chiffres. Lui, c'est un employé du département des forêts. Comme son véhicule est fermé, peu de gens pensent à le contrôler. Je vérifie sa plaque, rien n'apparaît dans le système, mais ce type de véhicule est généralement utilisé 3-4 fois par jour. Je suis sûr à 99% qu'il transporte du bois illégal dans son camion. Ce qui se passe, c'est que les entreprises travaillent généralement avec les agents du département des forêts. Et ce département sous-estime la quantité de bois marquée pour la vente. Ils enregistrent 100 mètres cubes quand ils coupent plutôt en réalité 150 ou 200 mètres cubes. Ensuite, les entreprises viennent couper tout le bois qui a été marqué. Elles doivent enregistrer leur transport dans l'application, mais je n'ai jamais vu une de ces camionnettes vraiment transporter la quantité déclarée. Ils font aussi des transports sur de courtes distances qu'ils n'enregistrent pas, comme ce garde forestier dans son véhicule fermé. Il se gare, il récupère le bois, personne ne voit rien. Une autre technique, c'est d'enregistrer un trajet dans le système avec un temps anormalement long. Par exemple, si le trafiquant de bois doit faire une 50aine de kilomètres, il enregistre 12 heures de route pour les effectuer afin de pouvoir multiplier les allers-retours. Et à part appeler la police, qu'est-ce que vous pouvez faire à votre niveau ? En général, l'appel est transmis à la police locale. Mais le policier est lui-même un homme qui a probablement une maison ici. Une maison qu'il chauffe éventuellement au bois. La police locale répond au maire, mais parfois le maire a aussi besoin de bois pour son école, sa maison, etc. Tout est connecté. Le problème, c'est que l'exploitation forestière illégale ne s'arrête pas au département des forêts. C'est un système mafieux qui englobe tous les échelons. Les gardes forestiers sont captifs de la corruption parce qu'ils gagnent très peu d'argent. Celui qu'on a vu un peu plus tôt a déjà menacé de me tuer. Je courais avec un ami et il m'a dit « Je sais qui tu es ». Puis j'ai entendu des jurons. Au moment où j'ai sorti mon téléphone pour le filmer, il a commencé à parler très gentiment. Je l'ai rangé, il s'est remis à m'insulter. Alors j'ai relancé la vidéo, mais discrètement cette fois. Ne se sachant pas filmer, il m'a dit « Je connais toutes les routes où tu vas avec ta moto. Je vais mettre un fil entre les arbres et te faire sauter la tête. » Et on a retrouvé ce piège il y a quelques années. Alors pourquoi un type qui n'est normalement qu'un employé prend-il le risque de proférer des menaces de mort alors que tout ce que nous faisons, c'est affirmer que nous voulons créer un parc naturel ? C'est parce que chacun d'entre eux est captif du système de corruption. L'argent traverse tous les échelons. Les entreprises travaillent avec les patrons du département des forêts et les patrons du département des forêts sont dirigés par les politiciens. Depuis cet incident, j'ai toujours une caméra GPS avec moi. Elle me permet de prendre des photos avec la localisation et l'heure. C'est une mesure de protection, mais cela permet aussi de prendre les trafiquants sur le vif. Lorsqu'on y parvient, on dépose une plainte auprès de la garde forestière. La meilleure façon de procéder, c'est d'appeler le numéro d'urgence afin que la demande soit enregistrée dans le système, qu'ils ne puissent pas la remiser quelque part et prétendre qu'elle a simplement disparu. Si la mafia du bois prospère autant, c'est donc grâce à l'ingéniosité des trafiquants, qui exploitent les failles du logiciel de déclaration nationale en partant d'une base légale pour mieux s'en éloigner. On les appelle « illegal with papers », c'est-à-dire illégaux mais avec des papiers. C'est aussi à cause de la corruption, qui gangrène tous les étages du système, de la garde forestière au ministère de l'Environnement, en passant par les postes de police et les municipalités locales. Un système tellement bien rodé que le scientifique allemand Hans Knapp, qui a œuvré auprès de l'UNESCO pour protéger les forêts vierges européennes, l'a ironiquement nommé « système Dracula », pour sa capacité à aspirer autant que possible les ressources de la forêt. La science forestière en Roumanie est très axée sur la production. Elle perpétue l'idée que la forêt aurait besoin de notre aide pour survivre. C'est la version officielle, une histoire qui nous est répétée comme un disque rayé. Les forêts ont besoin de nous pour la régénération. Vraiment ? Les arbres peuvent pousser tout seuls. Les forêts ont des millions d'années. Ils invoquent parfois l'exception pour justifier des coupes. Ils utilisent des arguments, comme la forêt est attaquée par des insectes, il faut couper. Ou il y avait des vents violents, les arbres tombaient, alors on a été obligé de faire des coupes à blanc. Ça arrive parfois, mais c'est surtout une excuse. Comment en est-on arrivé à une exploitation du bois si intense ? Mihai nous explique que c'est lié à la chute du régime communiste en 1989. Petite précision pour ce qui va suivre, Rom Silva, c'est l'entreprise nationale d'exploitation du bois qui œuvre sous la direction du ministère de l'Environnement et des Forêts et dont dépend la garde forestière.
Lorsque le régime communiste a été instauré, il a nationalisé l'industrie du bois et l'a confiée à l'administration publique. À la chute du régime, le bois a été rendu, mais pas forcément à ses propriétaires d'origine, à cause de la corruption. Ce processus de restitution a fait perdre la moitié de ces forêts au département national des forêts, environ 4 millions d'hectares. Comme c'est une division autonome, ils doivent payer leur salaire à partir des bénéfices qu'ils réalisent. Pourtant, depuis la fin du communisme, Rom Silva n'a viré quasiment personne. Ils étaient 16 000 employés pendant le régime, ils en sont 15 000 maintenant. Ça veut dire que l'entreprise continue à verser un salaire à un nombre de personnes presque similaire, mais pour moitié moins de bois à exploiter légalement. Voilà pourquoi ils se tournent vers l'exploitation illégale. C'est aussi une autre raison pour laquelle les employés détestent tellement tout ce qui touche à la protection de l'environnement. Lorsqu'ils entendent parler d'un parc naturel, c'est perçu comme une menace directe pour leur salaire. Il y a un proverbe qui dit « On ne peut pas raisonner un homme quand ce dont on veut le convaincre va à l'encontre de son gagne-pain ». Ce devrait être la responsabilité de l'État de leur trouver un nouveau poste. En 1990, 2 ans après la chute du régime communiste, l'économie nationale s'est ouverte au marché global. Et les forêts roumaines, avec leurs bois denses et peu chers, sont devenues la cible de beaucoup de sociétés d'ameublement. Je pense par exemple à Ikea, qui est le premier propriétaire privé de forêt de Roumanie, avec la bagatelle de 50 000 hectares. Le géant suédois du meuble en kit a d'ailleurs été épinglé plusieurs fois par l'ONG d'investigation Agent Green pour ses méthodes de déforestation intensive, qui, je cite un rapport d'août 2021, massacrent la biodiversité et causent des glissements de terrain. Oui, votre étagère Billy et autres tables au nom imprononçable ont des chances de venir d'une forêt pas du tout gérée durablement. L'entrée de la Roumanie dans l'Union européenne, en 2007, a aussi beaucoup participé à l'intensification de l'exploitation du bois. Nous pénétrons toujours plus profondément dans la forêt enneigée. La route est difficile et glissante à cause du gel, le dénivelé de 300 mètres impressionnant. Entre 2 relevés de plaques de trafiquants, nous marquons un arrêt sur le bas-côté. Face à nous, une parcelle décimée, une centaine de chênes ont été coupés et de nouvelles pousses replantées. Problème, la règle de laisser au minimum 3 à 5 vieux arbres par hectare n'a pas été respectée. Pourtant, il est crucial d'offrir aux animaux une continuité dans les habitats naturels que leur fournissent les arbres matures. Et la législation n'aide pas à lutter contre cette déforestation, au contraire. Nous observons les parcelles complètement déforestées en se demandant comment une telle situation peut advenir dans un pays d'Europe avec toutes les normes de protection en place. Inès nous explique le paradoxe législatif qui permet cela. La manière dont ils exploitent le bois peut sembler légale au regard de la législation nationale roumaine, conformément au plan de gestion forestière, au code forestier ou aux normes techniques. Mais si on examine la législation européenne, on s'aperçoit qu'elle n'a pas été correctement mise en œuvre. C'est légal selon les lois roumaines, mais illégal selon les lois européennes. Il y a aussi le problème des lois non éthiques, immorales. Des lois élaborées à la demande d'un groupe politique spécifique, comme la loi qui stipule qu'une forêt doit avoir une superficie de 30 hectares pour être protégée, alors que celle-ci n'en fait que 29,5. En résumé, la loi est pensée pour donner une grande latitude aux opérations de déforestation et de nombreuses failles sont exploitées. Un peu plus loin, nous nous arrêtons face à un paysage frappant. À notre droite, une forêt luxuriante. À gauche, un terrain clairsemé, jonché de troncs d'arbres abattus. Seulement 1% de la surface de cette belle forêt ancienne est protégée. Ce que nous voyons sur la droite de la route, c'est la réserve naturelle, qui fait partie de ce 1% préservé. C'est une forêt magnifique d'environ 140 ans, laissée intacte et riche de nombreuses espèces animales. Sur le côté gauche de la route, on a la continuité de cette forêt, avec exactement la même structure, le même âge, la même diversité et les mêmes espèces. Elle était superbe, mais comme elle ne fait pas partie de la zone protégée, elle a commencé à être coupée, et ce sera bientôt jonché de troncs abattus. On ne milite pas pour que 100% de la forêt soit protégée de l'exploitation du bois, mais on constate ici que des arbres sont détruits au mépris de leur valeur environnementale. En dehors du morceau de papier qui atteste que telle partie appartient à la réserve, il n'y a rien de différent entre ces deux forêts. Mais celle-ci est coupée, malgré sa valeur. Le combat de Mihai contre cette déforestation absurde, aveugle aux enjeux de biodiversité, a commencé en 2019, lorsqu'un vieil arbre auquel il était attaché a été abattu à quelques mètres de sa maison.
Il a alors fondé un groupe Facebook nommé Kodri Yashilor pour sensibiliser les citoyens et structurer la lutte. Depuis, le collectif s'est transformé en ONG. Le groupe Facebook de 25 000 membres continue de grandir et les projets de résistance se multiplient. Le plus important de ces projets, c'est la création d'une réserve naturelle de 50 000 hectares dans la forêt de Dobrovat-Barnova. Elle concernerait entre 10 et 20% au moins de sa surface, qui deviendrait strictement protégée, au lieu du 1% actuel. Le parc naturel ne protégera pas l'intégralité de la forêt, il y aura différentes zones. Une zone strictement protégée pour les parcelles les plus précieuses pour la biodiversité, avec des arbres très anciens. Il y aura aussi d'autres espaces où l'exploitation forestière et d'autres activités seront autorisées, et d'autres zones encore se concentrant sur le tourisme à faible impact. D'accord, mais comment est-ce que vous allez vous assurer que le parc naturel sera réellement protégé ? Il existe des lacunes et des zones d'ombre dans la législation roumaine, y compris lorsqu'elle respecte a priori les lois et les directives de l'UE. Mais en général, nos lois sont bien faites. Le problème réside le plus souvent dans l'application de ces lois. Comment envisageons-nous d'améliorer cela ? Moi, je pense que la surveillance locale et l'implication des personnes vivant à Iași seront très importantes pour faire pression sur les autorités. Et puis communiquer sur le fait que nous sommes présents, vigilants, que nous les surveillons et que nous ne laisserons rien passer. Et en cas de violation des lois, nous alerterons les différentes autorités au niveau national ou international et auront aussi recours à des moyens juridiques si nécessaire. Pour instaurer ce parc naturel, le processus est long. Une étude scientifique de 8 mois à laquelle participe Inès est en cours. Son but, faire reconnaître la richesse et la valeur de la biodiversité menacée dans la forêt de Dobrovat-Barnova. Une fois finalisée, elle sera envoyée à l'Académie roumaine qui la transmettra au ministère de l'Environnement et des Forêts. C'est là où l'engagement des citoyens sera clé pour faire pression sur le gouvernement, de sorte à ce que cette étude ne reste pas lettre morte. Et pour allier un maximum de personnes à la cause, rien de tel que la sensibilisation aux bienfaits de la nature, selon Mihai. Un véritable défi à une époque où la forêt est perçue comme un réservoir de ressources à exploiter, plutôt qu'un havre de vie à protéger. Iași, c'est 500 000 personnes qui passent leur journée dans le trafic, dans un univers de béton et d'asphalte fait de petits immeubles. Les forêts sont cruciales pour le bien-être physique et psychologique et pour nous rappeler l'importance d'être en extérieur. Mais comment pourrions-nous attendre de quelqu'un qu'il troque sa voiture pour un vélo ou les transports en commun s'il ne connaît que l'asphalte de la ville ? S'il est persuadé qu'il doit s'isoler dans son propre véhicule privé et climatisé pour se déplacer ? Une fois qu'on est en contact avec la nature, on devient plus conscient et plus responsable sur les questions environnementales en général. On a un proverbe qui dit « connaître pour apprécier, apprécier pour protéger ». Et c'est vrai, si vous ne vous aventurez pas en forêt, vous ne pourrez pas découvrir sa valeur. Et si vous ne savez pas à quel point elle est précieuse, il n'y a aucune chance que vous vous en préoccupiez et que vous la protégiez. Connaître, apprécier, protéger. Après 4 heures de chasse aux trafiquants et d'admiration pour les arbres multicentenaires encore rescapés de la tronçonneuse, le bilan est sombre. Hélas, nous n'avons pas eu besoin de prier au monastère croisé quelques heures auparavant pour apercevoir plusieurs trafiquants de bois, tant le phénomène est récurrent. Après la colère, c'est le soulagement qui s'invite. Nous sommes rentrés sans encombre, menaces de mort ou atteintes physiques. Ce n'est pas le cas de tous ceux qui enquêtent sur la déforestation ou militent contre. Gabriel Paone, le fondateur de l'ONG Agent Green, dont nous parlions tout à l'heure, qui enquête sur la déforestation, a été presque battu à mort en 2016. 4 ans plus tard, c'était entre autres malheureusement au tour de l'activiste Tibéu Bossutar et des 2 journalistes qui l'accompagnaient. Nous comprenons maintenant que la déforestation n'inflige pas seulement une cicatrice profonde au paysage forestier, mais également au cœur des Roumains épris d'espaces verts, qui paient parfois le prix du sang pour protéger la sève. Et c'est déjà la fin d'Éveille ta ville. Dans cet épisode, vous avez découvert comment des citoyens se mobilisent pour lutter contre la mafia du bois et protéger leur forêt de la déforestation illégale. Dans le prochain épisode, on vous emmènera à la rencontre de Lise et Vlad, un couple de vidéastes franco-roumains qui utilisent l'art pour transmettre l'amour des forêts. En attendant, abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode d'Éveille ta ville. Et si celui-ci vous a plu, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée, à liker ou partager. Vous pouvez aussi recommander ce podcast à vos proches qui cherchent comment agir pour la planète et la société.
Pour plus de contenu exclusif, rendez-vous sur notre compte Instagram @aether.narratio. Aether, AETHER.narratio, NA2RATIO. À lundi prochain dans Éveille ta ville, le podcast des initiatives écologiques et sociales des territoires en transition.